Parce qu'en réalité, bon, on ne sait pas ce qui se passe en tout cas à Dakar ou en tout cas dans le pays, mais il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que ce sont ces problèmes-là qui poussent aujourd'hui Dakar à souffrir autant avec ce climat assez lourd, ce climat assez chaud depuis plusieurs semaines maintenant? On attend que ça change. En tout cas, alors ce soir, nous sommes sur le plateau avec Mamadou Diop Thioune, coordonnateur du COPEM, organisation professionnelle du Conseil national des organisations non gouvernementales et des professionnels de l'environnement marin. C'est bien ça? Vous allez bien? Je vais bien, et vous? Super. Un plaisir de vous avoir sur le plateau. Également, nous sommes avec Moustapha Dieng, secrétaire général de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal. Un plaisir. Bonsoir. Merci, tout le plaisir pour moi. Très bien. Alors, après Mbour, après ceux de Mbour, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons, on a vu quand même les pêcheurs de Saint-Louis, Guetnar, ont violemment manifesté hier pour dénoncer la situation qu'ils qualifient d'arnaque sur les licences de pêche, de récurrents problèmes de licences de pêche. Comment on peut qualifier tout cela? En fait, on regrette cette situation. On ne devait pas en arriver à ce niveau. Et il faudrait aussi qu'on recadre le problème. Oui. Parce que ça va d'un problème de licence. Et quand on parle de licence, on met déjà l'accent sur la convention bilatérale entre le Sénégal et la Mauritanie. Et quand on parle de cette convention en tant que commission bilatérale sur la délivrance des licences, il y a des conditionnalités qui sont posées à la délivrance par option pratique de pêche. Et quand on parlera de Saint-Louis, il faudra mettre l'accent sur qui pêche en Mauritanie, qui a droit à la licence, qui veut s'octroyer cette licence, en dehors maintenant de la formalité du capitaine, du second et de son équipage, en plus maintenant de la réglementation qui est requise pour être maintenant dans les normes de faisabilité de cet accord et de pratique normale de navigabilité au niveau des eaux mauritaniennes avec tout ce qu'ils ont comme stricte réglementation. Alors pour ne pas encore tomber dans le piège en tout cas de se mal nommer les choses là qui créent ce désordre social, il faudrait dire que en ce qui concerne les licences en Mauritanie, la commission sénégalaise chargée de ces licences, au plus haut niveau des Saint-Louisiens engagés dans cette commission, ce sont ceux-là qui sont responsables de cette situation. Parce que quand on va dans un accord de pêche et qu'il y ait un accord de suivi, d'exécution de ce programme, les ayants droit, que sont les armateurs de la pêche artisanale, doivent être informés sur le contenu de l'accord, pas sur la forme. Parce que dans le contenu de l'accord, il y a des mesures strictes que les Mauritaniens posent, d'abord sur les conflits de zones de pêche, sur les espèces qu'ils autorisent, et aujourd'hui certains engins qu'ils n'autorisent pas. C'est à prendre en compte. Le suivant, c'est que quand il y a des infractions qui sont commises lors de ces pratiques de cet accord, ces infractions, les contrevenants sont obligatoirement consignés à payer. Parce que sinon, ça va se répercuter sur le calendrier de l'accord, parce qu'on n'aura pas à négocier tant que ces contraventions n'auraient pas été payées. Ça, c'est le cas. Le deuxième cas, c'est que, quelle est aujourd'hui la responsabilité des armateurs dans cette commission? Est-ce qu'ils accepteront d'être gérés par procuration? Parce que ceux-là qui partent là-bas et qui n'ont que leur intérêt à défendre ne sont que mus par leur intérêt. Mais eux qui doivent maintenant dépendre de cette activité et gagner le profit de cette activité sans autant porter atteinte à leur équipage, ils doivent connaître les conditions dans lesquelles on leur a délivré et les conditions pratiques. Et ce qui est regrettable, c'est comme si aujourd'hui ils les étaient laissés à leur merci. Aucune autorité n'a réagi pour tenir en tout cas le bout de l'accord et tirer de profondeur pour savoir ce qui se passe et pourquoi on est arrivé à cela. Alors à ce niveau, M. Diop, est-ce que vous pensez... Oui, excusez-moi, M. Dieng. Alors est-ce que vous pensez réellement qu'il faudra situer la responsable du côté des autorités poussant justement les pêcheurs de Guetnar à justement descendre sur le terrain avec les violences que l'on a notées hier? Voilà, je pense qu'il faudrait aussi un peu faire la genèse de l'histoire des licences de pêche. Parce que la Mauritanie, comme le Sénégal, est un pays qui a une côte assez vaste. Au Sénégal, nous avons 715 km de côte. La Mauritanie a à peu près la même longueur de côte. La différence avec le Sénégal est un pays de pêcheurs. La Mauritanie n'est pas un pays de pêcheurs. Mais la Mauritanie a réussi à faire de la pêche sa première source de devises, au même titre que le Sénégal, mais en s'appuyant surtout sur les pêcheurs sénégalais et sur les bateaux étrangers qui bénéficient des licences. C'est dans ce cadre qu'au niveau de la pêche artisanale, la pêche au Sénégal,
la Mauritanie octroie chaque année 400 licences à des seineurs sénégalais. Ce qui veut dire 200 équipages de filets encerclant au niveau du Sénégal qui vont pêcher les pélagiques. Donc, ces accords ont évolué dans le temps. Il y a eu des problèmes et chaque année, il y a eu beaucoup plus de complications. À la dernière, le nouveau ministre est allé en Mauritanie négocier. Il est venu, il a fait la restitution devant tout le monde. Il nous a dit les tenants et les aboutissants de ces accords de pêche. Mais il y avait des problèmes qu'il fallait régler au préalable pour que les gens puissent aller pêcher. Il fallait verser la somme de la licence, il fallait verser le dernier trimestre de l'année dernière qui n'était pas payé, mais il y avait aussi en Suisse des amendes. C'est au niveau des amendes qu'il y a eu des blocages. Mais malheureusement aussi à ce niveau, l'information n'a pas circulé. Parce que, après l'arrivée du ministre, il y a une commission qu'on appelle la commission saint-tournante qui est chargée de gérer ces licences. Mais la gestion est tellement opaque que les principaux bénéficiaires même de ces licences ne savent pas ce qui se passe. Si vous voyez que les gosses se sont révoltés, sont levés, sont révoltés, sont allés dans la rue, c'est parce qu'ils ne savent pas concrètement. Depuis qu'ils ont versé leur licence et qu'ils devaient aller pêcher depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas détenir leur licence. Est-ce que cela justifie justement de tels actes quand même Non, nous condamnons de tels actes. Nous ne sommes pas d'avis que quel que soit leur fougue, quel que soit leur mécontentement, quel que soit le ras-le-bol, que nos enfants aient pris la rue subitement, sans avertir, sans aucune organisation. Parce que quand même, ce n'est pas la première fois que des pêcheurs marchent, mais ils se conforment à la réglementation toujours. Les pêcheurs ont toujours écrit des demandes et informé l'autorité avant d'organiser des marches. Mais aujourd'hui, c'était un ras-le-bol. Peut-être qu'ils sont arrivés en mer, ils sont revenus bredouilles parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier. La licence, c'est uniquement pour le poisson pélagique. Et le poisson pélagique n'habite ni au Maroc, ni en Mauritanie, ni au Sénégal. C'est un poisson migratoire. La licence permet d'aller pêcher le poisson pendant qu'il est en Mauritanie, de pouvoir le poursuivre au Sénégal, de descendre un peu sur les côtes de la Guinée-Bissau, de retourner et de le poursuivre encore au retour jusqu'en Mauritanie. Mais si jusqu'à maintenant, ils ne peuvent pas aller pêcher ce poisson en Mauritanie, mais c'est comme s'ils n'avaient pas de licence. Ils perdent le bénéfice de la licence. Ils sont obligés d'attendre que le poisson soit au Sénégal pour le pêcher. Et ça, ils auront payé leur argent pour rien, parce qu'ils n'auront pas bénéficié de la licence. Le poisson n'habite pas en Mauritanie. Effectivement. Alors justement, dans vos dires, on a décelé quand même que vous voulez soutenir qu'il y a un manque de communication, peut-être dans les deux sens. Alors aujourd'hui, est-ce que le service régional de pêche assure ses responsabilités correctement? Avant d'arriver sur la question du service régional de pêche, ce sont les acteurs eux-mêmes qui avaient accepté de mettre en place une commission de suivi pour la mise en œuvre. Avant qu'on accepte à l'inspection, cette commission est chargée d'identifier les bénéficiaires qui en demandent. Et c'est à travers l'arbitrage du service de pêche qu'on arrive à savoir qui est bénéficiaire, qui n'en a pas encore accès. Sur la question des espèces partagées, nous sommes dans un écosystème où les ressources sont partagées. Tout produit espèce ne prend la nationalité de l'État qui traverse que lorsqu'il est dans ces zones exclusives économiques. Si en sort, il prend la nationalité du pays suivant. Mais le Sénégal et la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, nous sommes dans la commission sous-régionale de pêche que la Mauritanie a dirigée pendant plus de 15 ans. Aujourd'hui, il a dit la Mauritanie compte sur ses ressources halieutiques comme première source de devises. Mais la Mauritanie a structuré sa politique de pêche pour entrer en vigueur en ayant cette catégorie à allier pour ne permettre aucune autre espèce à être exploitée qui est l'espèce noble à l'exportation. Ce sont ces gens-là qui venaient en Mauritanie, qui de la Mauritanie à Saint-Louis, qui ont eu à connaître le système de gestion de pêche
qui ont eu à exploiter l'expérience saint-louisienne jusqu'à devenir des opérateurs de pêche, ce sont ceux-là qui aujourd'hui influent dans notre politique interne. Alors ce que le Sénégal accepte, mettre en place un code sans l'appliquer, mettre en place des législations et les laisser dans un état muet, ça ce n'est pas la Mauritanie. La rigueur, c'est quoi? C'est exploiter durablement pour mieux conserver. Ils appliquent les textes. Je vous l'ai dit, si on vous autorise de la pélagie et que vous débarquez des démerses, vous avez des amendes. Mais... Donc l'État du Sénégal manque de rigueur. Il n'y a pas de rigueur, le code est muet, aucune application du code de la pêche. Tout ce qui est interdit dans le code, jusqu'à le monofilament à l'article 30 du code de la pêche, aujourd'hui ce sont les équipementiers qui sont favorisés par l'État du Sénégal par des moyens de subvention à aller commander ces produits. Mais à ce propos, justement, avec votre permission, on le sait pertinemment, à un moment donné, on parlait, on disait, on soutenait que les eaux sénégalaises étaient très poissonneuses. Comment en est-on arrivé justement à cette situation où nos pêcheurs sont obligés de braver justement les eaux justement de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et de la Gambie, avec toutes les conséquences que l'on sait, que l'on connaît, des disparitions, des blessés par balle, etc., sans que justement qu'il y ait véritablement une opposition assez drastique pour permettre justement à ces pêcheurs de vivre de leur métier. Le pêcheur sénégalais qui est acteur et bénéficiaire n'a pas respecté son environnement de pêche et ni les principes de la pêche. Il y a eu des surpêches, surcapacitation. On ne peut pas maîtriser, il n'y a même pas de modalité aujourd'hui de réguler les sorties. Aujourd'hui, quand on te dit que quand il y a excédenté, c'est versé dans les eaux ou dans le fleuve, ça veut dire que les gens ne pêchent pas de manière rationnelle. On peut arriver à pêcher moins et vendre cher si on cherche des fonds. Mais ça n'autorise pas les gens à aller pêcher dans une surcapacité pour avoir une destination de rejet. Alors qu'aussi le Sénégal n'a pas une politique d'implantation des complexes frigorifiques. Nous sommes 45 départements, vous n'en trouverez pas 45 complexes frigorifiques. Et qu'aujourd'hui, nous devons même, avec le soutien des chambres d'agriculture, comme dans les pêcheries de Limois, avoir au moins des infrastructures qui permettraient aujourd'hui d'assurer la sécurité alimentaire dans l'agriculture comme dans la pêche. Mais nous ne sommes pas arrivés à cela. Il y a un manque total d'applicabilité des textes. Nous ne sommes pas stricts dans notre application et c'est pour ça que nous perdons nos ressources. Cette ressource, elle est renouvelable, mais elle n'est pas inépuisable. Et aujourd'hui, les pays du Nord qui sont là pour faire des accords, c'est dans la même situation de pêche qu'ils ont perdu. Alors qu'on pêche trop, pêcher en surcapacité, une surexploitation, quand ton poisson n'est pas autorisé à reproduire et qu'on le pêche de manière intensive, on a une diminution drastique, un effondrement des stocks. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question. Ils sont responsables. C'est ni le peuple avec son bétail, ni l'agriculteur avec sa daba. C'est les pêcheurs eux-mêmes qui sont responsables de cette situation parce qu'ils ne pêchent pas de manière rationnelle et ne respectent pas les engagements de la pêche. Alors, oui, allez-y. Bon, je ne serai pas aussi catégorique que mon ami Thioune par rapport donc à la pensée de dire que ce sont les pêcheurs qui sont responsables. Dans la mesure où nous ne sommes pas comparables à la Mauritanie. Nous ne sommes comparables à aucun pays en Afrique. C'est à partir du Sénégal que nous sommes partis pour aller apprendre aux autres à pêcher. Si vous allez en Mauritanie, vous trouvez des pêcheurs sénégalais. Vous ne trouverez pas de pêcheurs mauritaniens au Sénégal. Nous avons des licences au niveau de la Guinée-Bissau. Nous achetons chaque année des licences pour aller pêcher en Guinée-Bissau. Nous achetons chaque année des licences pour aller pêcher en Guinée-Conakry et en Gambie. Mais parce que nous sommes le plus grand pays de pêche de l'Afrique. Nous avons 20 000 embarcations. 20 000 embarcations. Nous avons créé plus de 1 million d'emplois. Et qui respectent les normes? Qui respectent les normes. Ce qu'on ne dit pas, c'est que notre pays, notre zone économique exclusive n'est pas surveillée. Elle est laissée à la merci des bateaux étrangers. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a des accords avec l'Union européenne. De 2014 à 2019, 34 bateaux européens ont été autorisés à piller nos ressources, sous le prétexte qu'on leur a vendu, qu'on leur a permis de pêcher le thon blanc et le merlu, soit disant que ces espèces ne sont pas pêchées par les Sénégalais, ce qui n'était pas vrai. Et malheureusement, ces licences ont encore été renouvelées sur la tête des pêcheurs et contre les conventions internationales qui disent qu'un pays qui n'a pas d'excédent ne doit pas signer d'accord avec un pays étranger. La Mauritanie peut le faire.
La Mauritanie n'est pas un pays de pêche. La Mauritanie peut nous voir des licences. La Guinée n'est pas un pays de pêche. La Guinée peut nous voir des licences. Mais nous, le Sénégal, nous qui sommes obligés d'aller chercher des licences ailleurs, nous n'avons pas le droit de voir nos ressources. Ni à l'Union européenne, ni aux Russes, ni à qui que ce soit. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce sens pour justement éviter que ces licences soient vendues? Mais nous le crions haut et fort à nos autorités que si vous vendez des licences, vous le faites en violation des conventions internationales sur le droit de la mer. Tout le monde le sait. Un pays qui n'a pas d'excédent n'a pas le droit de vendre ses ressources. Si on a des problèmes, c'est ça. Et ce sont ces bateaux-là, pendant combien d'années d'ailleurs, on a signé des accords avec des pays étrangers qui sont venus détruire tous les récifs. Si vous voyez qu'aujourd'hui au Sénégal, il n'y a plus d'espèces de mer sale, c'est parce que les récifs, les poissons n'ont plus d'habitat. Et un pays où quand on bombarde, quand les bombes tombent, quand les maisons tombent, mais les populations se déplacent. C'est la même chose pour la mer. Quand il n'y a pas d'habitat, les poissons se déplacent, ils migrent, ils vont ailleurs. Il n'y a pas plus tard que cette année, il n'y a pas encore un mois, un bateau pirate est entré par le nord, par Saint-Louis. Il a jeté ses filets. Il les a traînés jusqu'à hauteur de Fass-Boye. Il a tout traîné sur son pas. Il a même pris des pirogues qui étaient arraisonnées au large. Il a fallu que toute la population de Fass-Boye se réveille pour aller poursuivre le bateau. Toute la nuit, on a appelé les gardes-côtes de minuit à 2 h du matin. Il n'y a eu aucune réaction du côté sénégalais. Mais ce sont ces problèmes que nous vivons. Mais le paradoxe, quelque part, M. Dieng, on le sait pertinemment, et quelque part, vous avez certainement raison, et parce que Greenpeace, tout autant l'organisation Greenpeace ne cesse justement de dénoncer justement ces accords de pêche-là, qui ne respectent pas les normes. Mais de l'autre côté, on voit également des pêcheurs sénégalais déverser des tonnes de poissons, quand même, sur les rives de quelques plages du Sénégal. À Mbour, il n'y a pas longtemps, on a vu des tonnes, en tout cas, de poissons déversés. Qu'est-ce qui peut expliquer justement ce paradoxe-là? Tu l'as dit quelque part. Un pays comme le Sénégal, qui a 20 000 embarcations, doit se doter de moyens de conservation. Mais le paradoxe, vous venez à Saint-Louis. C'est le plus grand port de pêche sur le plan du nombre d'embarcations, sur le nombre de pêcheurs, sur le plan du nombre de types de pêche. Il n'y a aucune structure de conservation. Aucune. Mais c'est ça le paradoxe. Et sur ce plan, la Mauritanie est en train de nous donner le pion. La Mauritanie qui n'est pas un pays de pêcheurs. On préfère même mettre les chambres de conservation, les conserves frigorifiques, on préfère aller les amener sur des bases politiciennes. Parce que quand Khoureychi Sissoko était là, il a amené les complexes à Tambacounda pour faire sa politique. Alors qu'ici, à Fass-Boye, on avait besoin de complexes, alors qu'à Foundiougne, on avait besoin de complexes, alors qu'à Saint-Louis, on avait besoin de complexes, là où on pêche. Mais on a laissé ces côtes. Là où il y a les pêcheurs, pour aller amener les complexes frigorifiques un peu partout. À Tamba, et Bekay Diop et Khoureychi Thiam également avaient même inauguré un complexe frigorifique à Kolda. Là où il n'y a pas de pêcheurs. Alors qu'ici à Saint-Louis, là où on pêche, mais si à Mbour, les gens n'ont pas où conserver le poisson, et Greenpeace dont vous parlez, qui se bat aujourd'hui contre les farines de poisson. Mais moi, je préfère vendre les excédents à une usine de farine de poisson que de les déverser. Dans la mer. Que de les déverser. Ce qui veut dire qu'il y a paradoxe. C'est que là où Greenpeace veut nous amener, on ne peut pas être d'accord avec ça. On ne peut pas être d'accord avec Greenpeace. Parce que Greenpeace, quand il y a des bateaux russes qui pêchent, on entend Greenpeace dénoncer. Quand il y a des accords avec l'Union européenne, Greenpeace ne parle pas. Nous ne sommes pas pro-russes, nous ne sommes pas pro-européens. Nous voulons qu'il y ait une situation juste et équitable de nos ressources. Justement, alors pourquoi autant de légèreté dans le secteur de la pêche qui, on sait, peut être un pilier de développement? Parce que tout ce qu'il a soutenu là, on note carrément des légèretés par rapport à ce... Je voudrais, parce que au-delà de ces studios, le monde nous écoute. Bien, je voudrais qu'on recadre le débat sur les types de pêche et les options de pêche et la nature des accords de pêche. C'est vrai, la Convention de 1982 stipule qu'il n'y a pas d'excédent. Dans nos zones exclusives économiques, nous ne devons pas accorder des accords. Mais pour ce qui est de l'ICAT, la coopération de Tony Day, ces produits n'appartiennent à aucun État, mais traversent les États qui ont des pouvoirs d'intervention. Et ce qui fait dire à Dieng, et je le rejoins, qu'on n'a qu'à convoquer que le Sénégalais nous donne l'audit de la flotte.
Ce sont des armateurs sénégalais que je connais, qui ont des flottes appartenant à l'Europe et qui sont là et qui pèsent dans notre zone exclusive, au-delà des Asiatiques à qui on a accordé des licences. Il y a 22 navires en flotte actuellement en ce moment et des Turcs sont arrivés en mer que nous avons et qui ne sont pas dans le registre marin. Et les autorités sénégalaises sont au courant de cela? Nous les avons informés. Le 27 novembre passé, le ministre lui-même a rejeté la présentation d'une commission de licence parce que derrière cette demande, il n'y avait que des Chinois. Ce que je rejoins encore, c'est que la question des thons, c'est l'ICAD qui a adressé au Sénégal un quota de plus de 50 000 tonnes. Le Sénégal n'en délivre que les 14 000 parce que le Sénégal a fermé toutes ces unités de thon où les privés n'ont pas été soutenus. Et c'est à la merci aujourd'hui des reprises des Coréens. Nous les avons négociées parce qu'on ne doit pas laisser aussi en rate dans la main-d'œuvre locale. Mais la question des thons, le pays qui est le plus fréquenté par le thon, c'est le Sénégal. Le Sénégal n'a plus une frontière. Il faut aussi s'aider pour faire aussi une politique de coopération. Et cette coopération n'est pas sénégalaise, c'est une coopération africaine où les pays concernés, où le thon traverse, c'est ce pays-là qui doit avoir les frais d'approche à la tonne, payés à 900 €. En plus maintenant du financement. Et dans le cas de l'Union européenne, c'est un accord de coopération qui a été financé. Il faudrait maintenant que dans ce financement, que l'appui sectoriel aux organisations puisse apparaître. Ça n'est pas le cas. Et en plus aujourd'hui, la concurrence déloyale, c'est que là où nous devons maintenant faire le plaidoyer pour acquérir ces fonds, c'est là où ces Européens préfèrent prendre des Sénégalais, en faire des sociétés écrans, pour mettre à leur disposition des pavillons de complaisance, des pavillons sénégalais, qui pêchent le produit sénégalais, qui ne les débarquent pas au Sénégal, parce qu'ils les réembarquent à destination de l'Europe. Alors qu'aujourd'hui, dans le port, vous verrez aujourd'hui les gens débarquer sous prétexte de licence de poisson alors qu'il n'y en a pas. Le préfet de Sélafopodier, le poisson n'existe pas dans la nomenclature de la pêche. Et pourtant, les gens débarquent notre poisson. Oui, mais donc, c'est inconvénient. L'État du Sénégal dans tout ça, est-ce que l'État du Sénégal ferme les yeux par rapport à ce c'est là où je viens. L'État est interpellé aujourd'hui, en tout cas récemment, les dernières approches entre les ministères, avant que Mintembeng ne parte, pour qu'Alunde arrive, il a été pointé du bout de doigt qu'il faut nécessairement un redressement et qu'on réclame aujourd'hui l'audit de la flotte. Parce que les industriels ont même dénoncé la présence de navires, comme nous aussi nous les avons dénoncés dans l'option de leur société écran. Donc il faudrait maintenant qu'il y ait tout de suite un baptême de feu que nous retrouvons aujourd'hui avant d'aller à la comment on l'appelle, national, au dialogue national, qu'il y ait un dialogue pêche. Et il faudrait maintenant que les gens mettent les points sur les i. C'est quoi? Ne pas dire ce qui se passe. Les gens ne sont pas ce qu'ils nous disent, ils sont ce qu'ils font. Le problème de la pêche, c'est une vraie mafia qui s'est organisée. Et même les infrastructures de la pêche ne sont pas écartées. Quand on s'autorise à vendre les infrastructures de la pêche, par simple appel d'offres, alors qu'ils ont fait des MAC, venant des dons de la coopération canadienne, que sont les capacités qui ont été vendues par des techniciens, il faut que les sachent raison garder. Aujourd'hui, le cas qui se pose, c'est quoi? Un pays comme la Mauritanie ne sont pas des concurrents. Même si la Mauritanie n'est pas un pays de pêche, c'est un pays qui a sa règle de jeu et qui gère ses ressources comme il désire gérer. Et c'est parce qu'il a ce droit. Et ce sont plein droits. Et ce sont plein droits. Parlons de ce qui nous intéresse. Non, nous avons gérer ses ressources. Non. Nous ne disons pas que la Mauritanie n'a pas le droit de gérer ses ressources. Je reviens. Ce que nous disons. Non, je reviens, s'il te plaît. Ce que nous disons. Non, je reviens. Je vous donne la parole tout de suite. Non, je reviens. Je dis. Les licences mauritaniennes concernent les pélagiques côtiers et non hauturières. Nous parlons des pélagiques, ressources partagées entre le Sénégal et la Mauritanie. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, un accord soit mis en rapport, qui a été avec moi le 21 et le 22 janvier en Mauritanie. Le rapport est là. Nous avons ici le conflit sur les outils de pêche, sur les estimations, sur la ressource. C'est toi et moi qui ont produit ce document pour demander à l'État du Sénégal d'ouvrir tout de suite un dialogue sur la gestion transfrontalière. Pourquoi? Parce que nous savons que ça allait aboutir à des incompréhensions si tout n'est pas dit. Aujourd'hui, comme disent les Wolofs, nous ne pouvons pas aider ceux qui ne sont pas en train de s'aider entre eux-mêmes. Le problème, c'est la commission à Saint-Louis. Ceux qui ont été chargés de négocier avec le ministre, au retour, devraient maintenant étaler le contenu de l'accord et tous les problèmes qui s'y trouvent.
D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Le problème avec la Mauritanie est un problème très simple. Nous n'avons jamais dit que la Mauritanie est un pays concurrent ou quoi que ce soit. Nous avons des accords avec la Mauritanie qui est un pays frère, un pays avec lequel tout nous lie, l'histoire, la géographie, tout. C'est nous qui avons appris à pêcher aux Mauritaniens. C'est nous qui avons été là-bas depuis 1957 à la demande du gouvernement mauritanien, demande express du gouvernement mauritanien pour aller pêcher là-bas, pour alimenter la population. Aujourd'hui, ils nous donnent des licences. Quels que soient les soubresauts qu'il y a eu, parce que ces licences ont connu des évolutions qui souvent n'ont pas été à la faveur des pêcheurs sénégalais. Mais nous les avons acceptées parce que nous avions besoin de ces licences. Aujourd'hui, nous avons les 400 licences. Les pêcheurs ont donné leur argent. À la dernière minute, on leur a dit qu'il y a des amendes que vous devez payer. Le montant de ces amendes n'est pas encore connu. Les gosses qui ont déposé leur argent depuis janvier sont pressés. Ils veulent aller pêcher. Si ça tarde encore, ils perdent le bénéfice de ces licences. Parce que le poisson sera au Sénégal. Ils n'auront pas besoin d'aller le pêcher en Mauritanie. C'est maintenant qu'ils doivent aller le chercher en Mauritanie. Maintenant que le poisson n'est pas encore arrivé au Sénégal. Donc, je pense qu'il y a eu des confrontations entre les pêcheurs et les forces de l'ordre. De 9h du matin jusqu'au crépuscule. Aucune autorité n'est intervenue. C'est ça qui est regrettable, c'est ça qu'il faut déplorer. Je suis à peu près sûr que si les autorités étaient intervenues, avaient retiré les forces de l'ordre, les gosses seraient revenus au calme et on leur aurait réglé le problème des licences. Ils n'ont pas l'information, c'est vrai, vous le dites. La faute, c'est à la commission qui gère ces licences d'une manière opaque. Mais à qui la responsabilité? C'est à l'État de reprendre cette responsabilité-là, de disqualifier cette commission, de poser les licences sur la table et de les gérer démocratiquement et publiquement. Et c'est tout. Et ces licences-là ne sont-elles pas source en tout cas de présence d'une main corruptrice au profit justement, comme il a dit, d'armateurs qui ne sont pas de la famille des pêcheurs? Non, ces armatures n'ont rien à voir avec ces licences. Il y avait deux types de licences. Il y avait des licences pour la pêche industrielle, il y avait des licences pour la pêche artisanale. Les licences pour la pêche artisanale industrielle, la Mauritanie les a arrêtées depuis belle lurette. Nous, ce que nous savons de la pêche industrielle, c'est que moi, je préfère une société installée au Sénégal, qui pêche au Sénégal, même si c'est une société en joint venture entre des Sénégalais et des Européens, à ce qu'on donne nos licences à l'Union européenne pour que 34 bateaux européens viennent pêcher dans nos eaux et rapporter toute la production. Ça tue les emplois, ça tue la plus-value, on n'y gagne rien du tout. Alors que nous savons que des pays, de petits pays qui ne sont pas des pays de pêche, comme le Gabon, de ce quota dont vous parlez, Thioune, de ce quota dont vous parlez, le Gabon débarque plus que le Sénégal sur le plan du thon. Parce que le thon aujourd'hui c'est de l'or. Le thon est recherché. Si on nous donne un quota de 50 000 tonnes, pourquoi on doit le brader? On doit donner à la pêche artisanale les moyens de pêcher ce thon et de le débarquer au Sénégal pour créer des emplois, pour créer une plus-value. Mais on ne doit pas donner ce thon à des Européens. Et nous ne sommes pas de ceux qui disent qu'il faut une contrepartie pour les organisations professionnelles. Nous disons non, nous ne voulons pas d'accord. Qu'on nous donne les moyens de pêcher ce thon, mais qu'on ne nous dise pas donnons le quota aux Européens et en retour qu'ils nous donnent des... Ça veut dire quoi? Alors, vous l'avez dit, il y a eu peut-être des renouvellements de licences par rapport pour certains. Alors, comment expliquer? Parce que parmi les problèmes qui ont été soulevés, il y a aussi ceux qui détiennent des licences annuelles qui ont eu la surprise de voir qu'ils ont été notifiés par rapport à ces licences-là, qu'il leur reste 2 mois. Comment expliquer justement cette situation? Donc, les licences, l'année dernière, le problème qui s'était posé l'année dernière, la Mauritanie nous donne des licences, nous vend un quota de 50 000 tonnes. Un quota de 50 000 tonnes, vous pouvez le pêcher en 6 mois, comme vous pouvez le pêcher en 12 mois. Mais on vous dit maintenant, on fractionne le paiement. Au lieu de payer globalement, parce que les pêcheurs n'ont pas les moyens de payer globalement, on fractionne le montant, vous le payez en 4 trimestres. Quand ils ont payé les 3 trimestres,
La saison de pêche était terminée. Ils n'avaient pas atteint leur quota. Mais ils ont dit non, nous arrêtons. Nous arrêtons parce que la campagne est terminée, il n'y a plus de poissons et nous n'avons pas les moyens de payer le dernier trimestre. Les pêcheurs ont arrêté, croyant être dans le bon droit. Les moutonniers ont dit non. On vous a donné un quota. Si vous le pêchez, vous le payez. Si vous ne le pêchez pas, vous le payez. Vous avez commencé à payer. Vous avez payé 3 trimestres. Vous payez le 4e trimestre. C'est ce que le ministre est allé négocier en Mauritanie. Jusqu'à ce que les Mauritaniens acceptent de revenir sur leur décision et de suspendre le paiement du dernier trimestre. Maintenant, pour cette année, on nous a donné d'autres licences. Les pêcheurs ont déposé leur argent pour cette année 2020. Mais la commission qui est chargée de gérer ces licences n'a pas informé suffisamment les pêcheurs. Parce que là, nos homologues mauritaniens sont venus 1 fois ou 2 fois, ont tenu des réunions au niveau des services de pêche, mais l'information n'a pas circulé. Les gens sentent qu'il y a des blocages, mais quels sont les blocages? Personne ne le sait. Parce que la gestion est opaque. C'est pourquoi nous disons que l'autorité doit maintenant user de toute son autorité, et retirer à la commission ce droit exclusif de gérer ces licences, les poser sur la table, convoquer tout le monde, les gérer d'une manière inclusive et participative. Si on le fait, il n'y aura plus d'accidents ou d'incidents comme ceux qui sont arrivés avant-hier. Très bien. Oui, allez-y, M. Thioune. C'est-à-dire que la démocratie représentative doit céder place à la démocratie participative. C'est-à-dire? Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que, comme Dieu, que c'est l'autorité qui va venir dire aux gens, choisissez Ablaye, choisissez tout, non. Ils n'ont qu'à se retirer dans leur comité consultatif de pêche à Saint-Louis, entre acteurs, un dialogue interacteur, pour choisir ce qui devrait porter leur parole au niveau de la commission. Nous avons un comité consultatif national de pêche et c'est nous qui choisissons les mandataires au niveau de ce consultatif où nous retrouvons l'État. Le comité de dialogue national que je partage avec lui-même, il y a l'État, les employeurs, les syndicats qui représentent et les pêcheurs et les femmes. Comment nous nous sommes choisis? C'est à l'interne pour désigner que Dieu représente les syndicats, Tunda représente l'interprofession. C'est comme ça que nous nous sommes choisis. Il faut lui mettre la main de l'État dehors. Parce que nous voulons aujourd'hui... C'est pas possible, Thioune. C'est pas possible. On ne peut pas mettre la main de l'État dehors. Laissez-moi vous dire, je suis dans l'approche. Qui est là-dedans? Je suis là-dedans. Et nous avons été ensemble au niveau d'une négociation. Depuis que nous sommes rentrés, nous avons donné le rapport à l'État du Sénégal pour lui dire, mettez tout de suite un comité de dialogue interacteur. Parce que le suivi doit être assuré par qui? Le côté mauritanien par les acteurs, le côté sénégalais par les acteurs. Tu sais ce que je dis, que ton frère même était le membre de notre représentation au niveau pendant 10 d'années en Mauritanie dans le comité de débarquement là-bas. Qui est là-bas, ce n'est pas l'État qui est là-bas au débarquement. C'est le nom dit, c'est que il faudrait qu'il y ait une transparence. Dans les échos que j'ai eu hier, certains des gosses disent que ceux qui les représentent ne sont plus à la hauteur de les représenter parce qu'ils n'ont pas satisfait leurs attentes. Et on ne peut pas garder l'information. L'État, quand il vient à une réunion, au sortir, les acteurs de la pêche doivent se donner la peine de pinch en pinch au niveau du CLPA, au niveau du CLP pour dire que voilà ce qui se passe. Appelez les armateurs. Il y a plus de 400 pêcheurs en Mauritanie, sénégalais, qui ont des licences. C'est que parce que tout le monde, pêcheur, est concerné, mais les 400 bénéficiaires doivent être regroupés pour leur dire que voilà la modalité, voilà ce qui s'est fait, voilà ce que nous avons fait, voilà à quel niveau nous sommes arrêtés. Là, ça ne demande pas vraiment un traitement. C'est une question d'initiative. Ou bien que les gens qui se disent leaders ne sont pas à la hauteur, ils n'ont qu'à démissionner et laisser aux jeunes de nommer d'autres à leur place. Mais dans la transparence qu'on exige, c'est les acteurs eux-mêmes qui doivent en faire un code de conduite. Quand on va à une réunion, au sortir, tu vas dire à tes pairs, voilà ce qui a été dit, mais tu ne vas pas chez toi. Et ça fait le plaisir de se dire que je suis le représentant des pêcheurs, alors que tu ne sers pas les pêcheurs, ce n'est pas acceptable. Thioune, vous n'étiez pas à Saint-Louis comme moi hier. Si vous étiez à Saint-Louis hier comme moi, si vous avez vu les lacrymogènes tomber, si vous avez vu les gosses lancer des pierres, courir, aller, revenir, lancer des cocktails Molotov sur les cadres des policiers, vous auriez un autre langage. Il ne sert pas. Il est urgent aujourd'hui. Il urge que l'État reprenne ses responsabilités, que l'État mette ses licences sur la table et les gère d'une manière démocratique et transparente. L'État n'achète pas. Ce n'est pas l'État qui achète les licences. Je répète encore.
que le groupe armateur sénégalais, les pêcheurs saint-louisiens qui achètent les moteurs, que ces propriétaires de pirogues se retrouvent et prennent les responsabilités en main pour ne pas se faire représenter par qui que ce soit qui ne soit pas... C'était un accord entre deux pays. Monsieur Thioune, à ce niveau, étant donné que vous, comme M. Dien, avez noté une désorganisation dans le secteur de la pêche, est-ce qu'il ne faudrait pas justement la main de l'État, de l'autorité de tutelle, pour aller dans le sens de mieux organiser encore et toujours justement le secteur de la pêche afin qu'il soit beaucoup plus productif? Ayons une approche de précaution et de prudence dans ce que Dien dit. Parce que lui-même qui est là comme moi, en ce moment, des Saint-Louisiens sont en train de refuser notre présence. Parce que c'est comme ça que ça se passe. J'ai dit et je répète que ceux qui doivent acheter, identifier à temps, attribuer, se donnent au moins le droit de siéger à leur sein et de désigner ceux qui doivent les représenter dans cette commission. Je persiste et je signe. Et je vous dis, je le passe sous son contrôle. J'ai été pendant 10 ans de ceux-là qui ont supervisé les accords dans le suivi et pas avec son frère, que j'ai désigné au quai de pêche de Nouakchott. On n'a pas eu de problème, parce qu'on faisait la diffusion de l'information. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a du flou. Que les choses soient mises au clair. Ceux pour qui nous parlons doivent être renseignés. Ils ont ce droit. Je suis un ancien de la gendarmerie. Je suis un ancien de la gendarmerie. Je ne me plais pas de voir des gens se heurter aux forces de l'ordre. Et je ne recommande pas ça, je le regrette. Mais je voudrais qu'on donne l'information utile à ces jeunes. Une fois informés, ils seront plus sensibles à notre appel. Mais tant que l'information ne passera pas, ils ne seront pas sensibles. Ils vont croire que c'est un forcing qu'il faut pour agir. Et dire qu'à l'État aussi, vous le dites, je vous demande aujourd'hui, comme vous acceptez que nous devons maintenant revenir à la raison sur le problème de la cotation, pourquoi les gens se sont heurtés à Haïdar quand il a bloqué les 14 000 tonnes de thon? Ce thon encore, ce n'est pas un thon sénégalais, c'est un thon qui n'a pas de nationalité. Mais le temps de passage est alloué aux Sénégalais pour avoir dans l'accord de partenariat des retombées de cet accord. Alors, comme me disent aussi que les 34 bateaux, je ne suis pas de ceux qui pensent que dans notre zone exclusive, vous avez 34 bateaux. Mais je vais vous dire une chose, ce qui se passe aujourd'hui, je le maintiens, il n'y a qu'à sortir l'audit de la flotte, vous verrez des Sénégalais à la tête qui représentent que les Européens ici et qui n'ont pas le droit de le faire au détriment de leurs ressources sénégalaises. D'accord. Alors, nous sommes presque au terme de l'émission. Alors, concrètement, M. Dien, quelle solution envisagez-vous justement pour mettre un terme à tous ces problèmes dont sont confrontés justement les pêcheurs? Nous pensons que par rapport aux licences de pêche, ce qui est urgent aujourd'hui, il urge aujourd'hui que le ministre des Pêches et de l'économie maritime descende à Saint-Louis accompagné de monsieur le ministre, maire de la ville de Saint-Louis, pour réunir les pêcheurs et parler avec les pêcheurs. Mais pour mettre les licences sur la table, les gérer d'une manière démocratique. Transparente. Oui. Équitable. C'est une urgence. Qu'on sache là où le problème bloque. On a parlé de problème d'amende. Mais qui sont les personnes qui sont concernées par ces amendes? Quel est le montant de ces amendes? Si c'est hors de portée des pêcheurs, qu'on demande à monsieur le président de la République d'avoir la générosité d'accompagner les pêcheurs dans le paiement de ces amendes. C'est ça l'urgence. Maintenant, il y a des problèmes, il y a d'autres problèmes. Les gens ne sont pas attaqués à Haïdar parce qu'il y avait un quota de thon. Les gens se sont attaqués à Haïdar parce que c'est lui qui a signé les accords de pêche avec l'Union européenne. Les gens se sont attaqués à Haïdar parce que c'est lui qui a paraphé les accords de pêche avec l'Union européenne. Omar Gueye n'a fait que signer. C'était déjà paraphé. C'était paraphé. C'est Haïdar qui a paraphé les accords de pêche, qui les a négociés et qui les a paraphés avec l'Union européenne. C'est l'ICAT. Je le dis. C'est l'ICAT. Je le dis. Donc, ce thon blanc, Haïdar défendait les juvéniles. Et ce thon blanc, ces bateaux qui pêchent ce thon blanc, ils viennent ici à Thiaroye acheter les juvéniles. Les juvéniles pour pêcher le thon blanc. C'est avec les juvéniles qu'on pêche le thon blanc. Haïdar le sait mieux que toi, il le sait mieux que moi. Donc c'est sur ce plan que nous n'avons pas été d'accord avec Haïdar. C'est sur ce plan que nous l'avons dénoncé. Même s'il est votre ami écologiste, je le regrette, tout c'est ça. Par rapport maintenant à la situation de Saint-Louis, le Sénégal est un grand pays de pêche. Le Sénégal doit se donner les moyens quand une activité
vous assure 240 milliards de revenus par an. Quand une activité, et ça c'est pour, en devise, pour l'exportation, l'autoconsommation fait le double des 240 milliards. Quand une activité crée 1 million d'emplois, vous n'avez pas le droit de négliger cette activité. La priorité aujourd'hui pour le Sénégal, ça doit être la pêche. Rien que la pêche. La brèche de Saint-Louis a vu mourir entre 2003 et maintenant 450 pêcheurs. Rien que cette année 2019, il y a encore un bilan macabre de 33 pêcheurs morts. Rien que cette année 2019. C'est pourquoi nous disons que la gestion de la pêche doit se faire autrement. On doit accorder plus de considération à la gestion de la pêche. Alors M. Thioune, il a ouvert une brèche. Est-ce que vous pensez concrètement et positivement, justement, qu'il faudra changer impérativement de paradigme pour pouvoir permettre au Sénégal de vivre de sa pêche? Comme je l'ai dit, je l'ai dit toujours, articuler les politiques de pêche aux politiques de l'environnement, si ça n'était tel le cas, il n'y aurait pas une ouverture de la brèche. La faute à qui? À l'État. Et il sait. Il me parle de voir de qui a ouvert la brèche. Ils sont pas de chez eux. Je dis encore, je maintiens et je persiste. Il faut que les gens soient dans une constance, ou sachent ce qu'ils veulent. Quand nous bloquons maintenant un processus, c'est parce que nous avons à penser à l'avenir. Aujourd'hui, nous devons être au-delà des arbitrages internes. Nous devons accepter l'arbitrage international. Quand le Sénégal fait des engagements internationaux, il doit les respecter. Et le mieux, c'est de comprendre que la pêche est arbitrée beaucoup plus à l'externe qu'à l'interne, sur les conventions. Je mettais un point sur Julie. L'Union européenne, c'est le meilleur arbitre. Et dans l'Union européenne, c'est des armateurs qui sont suivis de près par l'institution. Une faute n'est jamais pardonnée. Celui qui s'aventure à commettre une faute dans l'Union européenne est radié de la liste. Dieu n'a qu'à me dire pourquoi aujourd'hui les sociétés sénégalaises qui répondent au pavillon sénégalais ne sont des Sénégalais que de nom. Et de ces joint ventures, on en a dans tous les secteurs, on en a dans l'agriculture, dans le commerce, et en plus, dans le bâtiment, et en plus, il faudrait maintenant qu'il y ait le dialogue interacteur. Que Dieu et moi, comme tout le monde, retournons à Saint-Louis, demandons au Saint-Louis de dire qui les représente. Une fois désignés, ces gens iront à la table de l'État pour négocier. C'est ce qui voyagent et qui ne disent pas Ningidem, qui reviennent, qui disent pas c'est nous. Ce sont eux qui sont à l'origine de ce problème. Je persiste et je signe. Il sait les désigner comme moi, comme tant d'autres. Remettons-les à la table et que ça soit très clair. Très bien. Alors oui, pour finir, c'est ce qui sont autoclamés présidents des pêcheurs de l'Afrique, qui n'ont jamais été pêcheurs, qui n'ont pas de pirogue. Tu les connais? À Saint-Louis, c'est ce qui sont autoclamés président de l'association des acteurs non étatiques de la pêche, qui ne sont pas pêcheurs. C'est à l'État de revoir ses partenaires. Vous parlez de l'organisation GAIPES? Non, pas de GAIPES. GAIPES, c'est des amateurs, c'est des industriels qui travaillent, qui ont du personnel, qui payent leurs impôts, qui ont des adresses. Moi, je parle des gens qui n'ont pas d'adresse, qui n'ont pas de pirogue, qui n'ont pas de... et qui disent qu'ils sont les présidents des pêcheurs. Oui. C'est paradoxal. Je parle de ces gens. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Alors, pour que les pêcheurs aillent nommer leurs pêcheurs, leurs responsables au sein de leur communauté. Vous avez tellement pêché que vous ne cessez de pêcher le micro. Excusez-moi. Non, je lui dis, quand les gens te donnent aux acteurs un droit de désigner leurs représentants. Ils le feront bientôt. Mais c'est terminé. Voilà. En tout cas, tous les deux, vous êtes tout en vert, ce qui veut dire que vous êtes de vrais écologistes de la mer. Vous êtes de vrais environnementalistes de la mer. Non, je suis son patron. Il faudra lancer un message très fort justement au ministre de l'économie maritime, parce que la désorganisation dans le secteur de la pêche est tellement grande qu'on ne cesse en tout cas de voir énormément de difficultés, énormément de problèmes que rencontrent les pêcheurs.